Salut la gang, bienvenue à cette nouvelle balado en forme du RDS.ca. Cette semaine, on va avoir beaucoup de plaisir. Balado spécifique à la journée Belle cause pour la cause, parce que c'est important, il faut en parler de la santé mentale. Et oui, on va parler de santé mentale. L'année passée, on avait parlé de l'importance de faire du sport et de l'activité physique pour la santé mentale. Et là, cette année, on va s'attarder particulièrement à l'anxiété de performance. C'est un sujet super intéressant. Jean-François Ménard, bienvenue sur notre podcast. Merci. Jean-François est préparateur mental, conférencier, auteur du livre aussi L'Olympien au bureau. Voilà, s'il y en a qui écoutent sur la chaîne YouTube. Super intéressant, je l'ai lu, on va en reparler aussi plus tard. Et je suis évidemment avec mon acolyte Greg Langto. Salut Greg. Vois-tu le placement de produit là, pour Hey, ceux qui c'est regardent beau. sur YouTube, Hey, mon c'est Dieu. absolument C'est beau. incroyable. Hein? Hey, moi, ça va pas pire, Val. Tu sais, tu parles de santé mentale actuellement, puis j'ai un peu passé par toute la gamme des émotions dans les derniers jours, puis je pensais partager ça avec les gens. Parce que, Ben, tu sais, vas-y. notre balado s'appelle En forme. Je pense qu'on est des gens en forme ici, les trois autour de la table. Puis l'importance de s'entraîner dans la vie, je pense qu'on ne réalise pas à quel point ça l'est. J'explique. J'ai subi un accident de la route dans les derniers jours, assez spectaculaire, on va dire ça comme ça. Je m'en suis sorti indemne. J'ai été très, très chanceux. J'ai aucune blessure. Puis, selon les premiers répondants qui sont arrivés, les ambulanciers, les policiers, les pompiers, tout ça, c'est un miracle qu'il n'y ait eu aucune blessure dans mon cas et tout ça. Je pense que je dois ça un petit peu au fait que l'entraînement physique, mon corps a été capable de résister à ces chocs-là. Les infirmières à l'hôpital m'ont dit « Demain, tu auras l'impression qu'un train va t'avoir ramassé. » Je sais pas, sur un train, ça fait pas mal comme ça, mais en tout cas, j'ai été très chanceux. J'ai OK. pas eu de On douleur. les aime, Pas ces trop. trains-là. Ouais. Ça On m'a les aime. pris un mot-train, en fait. Puis je voulais dire, juste, tu sais, les gens sont des fois, on se laisse prendre dans notre quotidien, on se laisse prendre dans notre marasme, un petit peu de chialer sur des petites affaires, puis de se dire, j'ai pas le goût d'aller au gym, là, j'ai pas le goût de faire ça, j'ai pas le goût, je me fais pas plaisir, puis je prends pas de temps pour moi, ben faites-le. Puis honnêtement, pour ceux qui ont la chance, parce que j'ai réalisé ça lundi, je suis retourné à l'entraînement le lundi d'après, c'est-à-dire, là, j'ai réalisé ça, je me suis dit, hey, j'ai la chance, là, j'ai tous mes membres, je peux bouger, je peux le faire. Tu sais, tu le réalises des fois dans la vie, mais pas tant que ça. Tu sais. On le Ouais. prend un peu pour acquis, on prend ça pour acquis sans trop nécessairement en profiter des fois. Ben, si vous écoutez cette balado-là, vous êtes en commute, en déplacement vers votre sport favori ou votre entraînement, ben profitez-en. Oui, profitez-en parce qu'il y en a qui ne peuvent pas. Et Il y en moi, a qui moi peuvent c'était pas, surtout ça exactement. aussi, quand j'avais des gens, des proches à moi qui étaient malades, ou qui pouvaient- tu sais, c'est comme si je me disais, cette personne-là aurait tellement aimé avoir la santé que j'ai présentement, puis l'opportunité de bouger puis de faire ce que je peux. Fait que je vais le faire en pensant de cette façon-là, en me disant, Ouais. ben moi, j'ai la chance de faire ça. C'est dommage, hein, parce que des fois, ça prend des choses extrêmes pour nous Oui. amener cette perception-là. Tu sais, le commentaire que tu viens de donner, que tu es allé au gym le lendemain ou quelques jours après, puis que tu vois pas ton entraînement pareil, parce que tu dis, hey, ça aurait pu être bien pire que ça. Non, hein. c'est ça, exactement. Puis Je faisais juste marcher sur un tapis, là, tranquillement. Je me suis dit, je vais pas commencer à Ah me ouais. lancer dans de l'intensité de fou. Je vais juste bouger un peu parce que je peux le faire, tu sais, parce que j'ai envie de le faire, puis de me dire, hey, Je suis pas en chaise roulante. je là. peux marcher, puis je Ouais. suis pas en chaise roulante, puis j'ai mes deux bras, j'ai ma tête, j'ai tout. Je veux dire, j'ai rien de cassé. Donc, je veux dire, je voulais juste simplement faire réfléchir les gens, peut-être les inspirer un petit peu, remettre les choses en perspective Ben, on un est peu. heureux, Des en fois, tout ça cas, fait que du tu bien. vas bien, que tout le monde va bien. Ben merci. Puis tu sais, on faisait des blagues dans nos dernières éditions de la balado que l'année passée. Je ne peux pas faire des Ah défis oui? à cause des blessures. Ben là, il fallait bien qu'il arrive OK. quelque chose comme ça. Puis là, je ne sois pas blessé. Fait que Ouais, c'est assez bravo. c'est correct. Oui. On est bien Tant content. mieux, tant mieux. Ceci étant dit, allons-y sur un sujet vaguement très intéressant, très, très important. Comme tu disais, l'anxiété de performance, il y a quelque chose de complexe, je pense, qui est dur à Mais je pense cerner. que c'est très large, l'anxiété de performance. D'abord, comment tu peux le qualifier, toi, Jean-François? Ben écoute, quand on parle du mot anxiété, il y a une connotation négative avec le mot anxiété. Fait que si on veut définir ça de façon générale, c'est n'importe quelle émotion ou réaction qu'on va avoir qui va nous limiter, en fait, qui va nous déranger en préparation d'un moment quelconque. Fait que on peut penser à une performance sportive, mais on peut penser à quelqu'un qui s'en va passer une entrevue, par exemple, pour un travail, ou tu sais, quelqu'un qui se prépare pour un moment important, comme un chirurgien, par exemple, pour une chirurgie un peu compliquée. Là. Alors, Puis là, ça va être défini. De quelle façon est-ce qu'on peut mettre le doigt là-dessus, dire ça, c'est de l'anxiété? Tu sais, ça va être généralement, on pense trop, on imagine toutes sortes de scénarios. En tout cas, nous, les filles, c'est souvent ça. tout à fait. Tu sais, puis moi, je dis souvent, tout ce qu'on imagine, c'est jamais comme ça que ça arrive. Ben tu sais. écoute, tu fais bien de le mentionner, puis tu sais,
faut faire attention à la façon qu'on se parle. Moi, j'aime dire que notre cerveau va croire ce qu'il entend. Puis, on crée notre réalité. Je donne toujours l'exemple, vous pensez à les cours à l'école que vous n'aimiez pas pantoute, là. Moi, c'était le cours de chimie. Je ne sais pas pour vous, là, mais c'est quoi le cours à l'école que tu n'aimais pas? Tout ce qui est mathématiques, sciences, tout ça. Moi, je parle dans la vie, c'est ce que je fais. Bon, mais, les maths, compter, ça ne fait pas partie de parler. Bon, puis toi, Val, c'était quoi? Excuse-moi, je prenais une note. Le cours à l'école que tu n'aimais pas, là. Que j'aimais pas, la chimie. Bon, écoute. Je déteste la chimie. C'est ça, là, pas. Team chimie. Fait que non, mais pensez-y. Puis, je vais faire une longue histoire courte, là, mais disons que le cours était de 8h à 9h le matin. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête juste avant d'arriver dans le cours? C'était du chinois. C'est comme ça va être encore du chinois pour moi, là. Tu sais, ça va être du chinois, je vais rien comprendre, ça va être long, je veux pas être là. On espère que c'est un prof supplémentaire, puis qu'on écoute un film, que. Non, j'espère de trouver comme un ami qui va m'aider à comprendre. J'étais en maths enrichi quand même si je détestais cette matière-là, donc j'étais pas très, très performant. J'ai déjà levé ma main en plein milieu d'un cours, puis j'ai demandé au professeur à quoi ça va me servir dans ma vie, ce que tu m'apprends en ce moment? Mais tu sais, pour venir... c'est égal à YE, là, tu sais. Mais effectivement, mais pour venir au but de l'histoire, c'est que pensez à le langage que vous avez avant même que ça arrive. Puis on arrive dans le cours, puis est-ce que c'est facile? De reculons, comme on dit. De reculons. Tu arrives à la dernière minute. Si tu peux choisir où est-ce que tu t'assois dans le cours, tu t'assois où? En arrière. Tu t'assois en arrière. Tu ne poses pas de questions, tu t'impliques pas. Puis au niveau de la concentration, est-ce que c'est facile de se concentrer dans ces cours-là? Pas pantoute. Tu regardes l'horloge à tous les 2 minutes. Si je me concentre, je comprends rien. Tu comprends rien. Puis tu sais, d'un point de vue résultat, souvent, c'est les cours que nos notes, c'est les plus basses. Puis le contraire, les cours qu'on aime, si vous pensez à votre dialogue interne juste avant d'arriver dans le cours, c'est complètement l'opposé. Le but de mon histoire, c'est que le cours de chimie qu'on n'aimait pas, il y en a qui arrivaient dans ce cours-là de la même façon que moi, j'arrivais dans un cours d'éducation physique, par exemple. Qui aimait ça. Qui aimait ça. Puis tu dis, mais comment il fait? Comment il fait? Comment il fait? Ben oui, je sais. Donc, finalement, le cours comme tel n'a rien à voir avec l'anxiété. C'est la perception. C'est la perception. C'est l'histoire qu'on se crée dans notre tête qui va faire que ça va être d'autant plus difficile. Donc, le cours de chimie, si on était conscient de cette petite stratégie-là, avant d'arriver dans le cours, on se dit, OK, au lieu de regarder l'horloge à tous les 2 minutes, là, je ne regarderai pas l'horloge. OK? Au lieu de m'asseoir en arrière, je vais m'asseoir en avant. Puis là, j'imagine que ce que tu fais, c'est la même comparaison avec l'exercice physique. C'est la même affaire. Tu sais, quelqu'un qui se prépare pour les Jeux olympiques, c'est la même chose. Tu sais, quel genre de discours que tu as par rapport à ta compétition qui s'en vient dans 3 jours? Fait que si tu te sens d'une certaine façon, si tu te sens vraiment de peur... Ça peut, on peut appliquer ça à monsieur, madame, tout le monde. Je m'en vais au gym à mon cours ce soir de spinning. Bien, c'est clair. Puis pourquoi ils n'ont pas le goût? Ça me tente pas, je vais suer. Tu sais, ça va faire mal. Ça va faire mal, les cuisses vont chauffer. Il fait froid, il faut que je sorte dehors, Fait que tu trouves des excuses. Tu trouves des excuses. Fait que moi, ce que je fais souvent avec ma clientèle, c'est de déjouer leur cerveau. Puis une petite stratégie, surtout pour l'exercice physique, c'est de porter attention aux bénéfices. Porte attention aux bénéfices, puis les bénéfices sont toujours positifs. Puis vous le savez, les endorphines qu'on va avoir après, puis la sensation d'avoir été productif, puis tu sais, ça fait du bien. Mais là, tout d'un coup, oups, le discours, souvenez-vous, le cerveau, il croit ce qu'il entend. Fait que si vous conditionnez un discours comme ça, qui est beaucoup plus productif, beaucoup plus constructif par rapport à la mise en forme comme telle, parce que si tu choisis d'aller au gym, il y a des raisons que tu choisis d'aller au gym, parce que tu l'as besoin. On s'entend? Fait que si tu construis un discours comme ça, mais ça devient d'autant plus facile, comme le cours de chimie, que ça n'aurait pas été aussi pénible. Ça n'aurait pas été notre cours préféré, mais ça aurait été moins pénible, moi, c'était pénible, j'avais coulé en plus. Mais je l'écoute depuis tantôt, puis je me dis, ça doit être plus facile de travailler avec des athlètes que de travailler avec des élèves de chimie. Tu as quand même un bénéfice direct d'avoir des endorphines. C'est sûr. Pas sûr quand tu sors du cours de chimie. C'est sûr aussi. Je me sens tellement bien. Non, ça c'est sûr, mais aussi qu'on s'entend que si l'athlète est rendu aux Olympiques, c'est parce que le sport en tant que tel, c'est sa passion. Là. Je veux dire, il y a quand même, pour se rendre jusque-là, tu as quand même traversé beaucoup de choses, tu as quand même ta volonté, puis tu sais, je veux dire, ce côté-là. Mais là, on parle de haut niveau. Mais écoute, une autre chose. Je comprends que le message est essentiel. Puis je reviens, c'est pour ça que j'ai pris, quand tu dis le cerveau ne fait pas la différence entre la pensée, je me rappelle avoir lu dans ton livre aussi qui disait le cerveau ne fait pas la différence entre les pensées qui sont vraies et les pensées qui sont fausses. Tout à fait. Lui, peu importe ce que tu lui dis, c'est ça qu'il va écouter. Suivre. Fait que si toi, tu dis, ben c'est plate, puis que là, ça me tente pas, puis ça va être pénible, ben c'est ce qu'il va croire, même si ça peut être faux, que finalement, tu vas à ton cours de, je reprends l'exemple de spinning, puis que finalement, c'est un autre nouveau prof, puis que tu tripes vraiment parce qu'il y a de la bonne musique que tu aimes, puis parce que tu n'as pas eu le temps de passer, mais tu lui as fait croire ça, que ce soit vrai ou faux, c'est ce que lui a absorbé comme message. Tout à fait. Puis, si je peux me permettre de revenir à quelque chose que tu as dit tout à l'heure,
tu te rends compte que c'est pas si pire que ça, finalement. Puis, tu sais, quand on parle d'anxiété de performance, moi, j'associe souvent ça à la notion de peur ou avoir des craintes. Puis, tu sais, on parle souvent de ça, tu sais, d'avoir peur de quelque chose, tu sais, on appréhende telle affaire qui s'en vient, mais c'est rare qu'on prend le temps de définir c'est quoi une peur. Tu sais, comme, c'est un mot que tout le monde utilise, mais c'est quoi réellement une peur? Puis, moi, dans mon travail, ce que je me suis aperçu, c'est qu'une peur, dans les faits, c'est seulement une histoire qu'on se raconte par rapport à quelque chose qui pourrait potentiellement arriver à l'avenir. Oui, absolument. Donc c'est pas un fait. C'est pas c'est comme arrivé encore. C'est inventé complètement. C'est inventé, mais ce qu'il faut faire attention, puis je reviens à mon message de tout à l'heure, c'est que le cerveau est à l'écoute. Donc, quand on répète une peur, puis on se dit non, ça va être dur, ça va être long, je ne pourrai pas performer à la hauteur, je ne vais pas réussir sur l'examen, la chirurgie, je vais planter. Le cerveau est à l'écoute. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Puis plus souvent qu'autrement, nos peurs, on ne fait pas juste se le dire une fois. Hein? C'est ça, on se le répète un 100, un 15, 20, absolument. 30 fois. Puis à un moment donné, plus que de répétitions, plus ça devient dangereux. OK? Donc, quand j'explique ça à ma clientèle, c'est juste une histoire que tu te racontes. Là. C'est juste là que ça existe, la peur. Une compétition, une chirurgie, un examen de chimie n'est pas une peur. C'est la façon que tu construis l'histoire qui va potentiellement arriver à ce moment-là. Puis, une petite question que les gens peuvent se poser. Puis ça, c'est extrêmement important, puis c'est super simple. À chaque fois que tu as peur par rapport à quelque chose, que ce soit une petite peur ou une grande peur, juste vous poser la question, est-ce que j'ai besoin d'avoir si peur que ça? Et dans la majorité des cas, la réponse est non. Et non. Ben oui. Et est-ce que ça fait que la peur va disparaître? Non, mais elle va s'atténuer. Elle va baisser. Fait que là, tout d'un coup, c'est pas aussi encombrant dans ton cerveau. Ça prend pas autant de place. Parce qu'il y a des études qui démontrent qu'à peu près 85 de nos peurs soit n'arrivent pas comme on l'imaginait ou n'arrivent pas du tout. Ben oui. Ben, c'est ce que je dis, que tu sais aussi, quand on s'imagine toutes sortes de scénarios, même, je te dirais que 95 du temps, ça n'arrive pas de cette façon-là. C'est la réaction. On passe à travers la peur. On va dire, finalement, c'était pas si pire que ça. Mais ça veut dire que lorsqu'on a eu peur, avant qu'on arrive à ce moment-là, pensez à l'énergie. Pensez à le temps qu'on a gaspillé à penser à quelque chose que finalement ne nous a pas servi. Mais c'est fou de savoir ça, surtout quand on parle avec des athlètes. C'est-à-dire tu travailles de pair avec beaucoup d'athlètes professionnels, des Olympiens et des Olympiennes. On peut peut-être en nommer Michael Kingsbury, Laurent Duvernay-Tardif, Maxence Parot, Marie-Ève Dicker, de très haut niveau, l'élite. Quelques-uns. Oui, hein? entre autres. Mais de savoir que ces gens-là peuvent, je ne sais pas, je ne connais pas leur cas, de toute façon, j'imagine que tu ne peux pas commenter non plus, mais que certains athlètes de haut niveau vont souffrir ou vont avoir de l'anxiété de performance, je veux dire, day in, day out, ils font ces mouvements-là chaque jour. Ils répètent, c'est de la répétition. Ils savent exactement ce à quoi s'attendre à chaque fois. Il y a très peu, entre guillemets, d'impondérables aussi dans leur carrière. Donc, je veux dire, de se dire, regarde, tu t'en vas pas vers de l'inconnu. Tu peux pas avoir peur de l'inconnu rendu là à ce moment-là. Donc, ça démontre à quel point ça devient irréel à ce moment-là, ces anxiétés-là. Puis écoute, c'est des êtres humains, hein? Même si, on les voit à la télé, puis on a comme l'impression qu'on sont indestructibles. C'est des machines, c'est des êtres humains. Et puis, ça demeure des êtres humains aussi qui sont constamment en train de pousser leurs limites. Fait que veux pas où est-ce que tu te retrouves à pousser tes limites. Il va y avoir des craintes et des peurs qui vont s'installer. Et puis, les athlètes qui, surtout dans des sports macho, OK? Puis on va dire les vraies choses. Moi, j'ai joué au hockey. On parlait de football tout à l'heure, puis c'est un monde où est-ce que c'est tabou de parler de ça. Puis moi, j'en ai des clients qui jouent ces sports-là, puis il y en a toutes des craintes, là. Et écoute, quand tu te mets à parler des vraies choses, il y en a toutes, puis c'est normal. Puis moi, j'ai toujours dit que le moment que tu te fais à croire que tu n'en as pas, c'est là que c'est le plus dangereux, parce que ça va te péter dans la face au pire moment. Au pire moment. On a une expression anglophone. Ça va te rattraper. Une expression anglophone qui dit « It hits you on the starting line ». Oui, exactement. Oui, absolument. Ben moi, si je donne mon cas à moi, on se connaît d'un petit peu d'avant aussi, puis Val me connaît grandement, mais je suis une personne qui a ce tempérament-là anxieux, si on veut. Je suis une personne comme ça, mais au niveau de la performance, je ne le suis pas. Quand ça devient go time, j'ai jamais eu d'anxiété de performance. Puis la journée de la compétition, souvent, on pourra peut-être en parler, mais il y a des athlètes qui, sous pression, vont
s'écrouler. Puis il y en a d'autres qui... vont bien le canaliser. À l'entraînement, je me faisais battre par tout le monde. Tout le temps. Puis lorsque je jouais une partie ou lorsque j'arrivais en compétition, ben, tout le monde qui me battait à l'entraînement n'était jamais capable de me battre en compétition parce qu'il y avait cette pression-là, j'imagine, qui me poussait d'aller plus loin. Donc, comme tu dis, j'ai jamais fait de travail avec un préparateur mental. On en reparlera peut-être un peu, mais ouais, c'est ça. J'imagine qu'il y a cette façon-là de la réaction à la pression un petit peu aussi. Mais c'est ça que j'allais dire. Est-ce que cette pression-là, dans le fond, toi, tu vois avec les athlètes de haut niveau, tu sais, comme on dit, les impondérables, tu contrôles beaucoup, il y a beaucoup de choses que tu contrôles, en tout cas que tu sais. Mais est-ce que toi, tu vois à quel point, puis là, je pose la question parce que monsieur, madame, tout le monde aussi, je veux dire, dans nos vies, ça peut arriver, le stress et la fatigue peuvent influencer justement l'anxiété de performance. Ah, c'est clair. Tu sais, souvent, on me pose la question, c'est quoi la chose la plus importante dans les dernières phases de préparation pour une grande, tu sais, un moment très important, une grande compétition, une entrevue ou peu importe. Puis c'est le repos. Ouais. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien de plus efficace que d'être bien reposé. Vous le savez, quand on dort bien, tout est plus simple. Oui. Quand on dort mal, tout est plus compliqué. Tu te lèves le matin, c'est facile, tu te poses pas plein de questions, tu te lèves du bon pied, tu es de bonne humeur, tu as de l'énergie. Puis les gens qui me connaissent très bien, tu sais, oui, je pratique la préparation mentale, puis je suis un gars qui semble quand même assez calme. Mais quand je dors pas bien, là, puis je fais pas de l'exercice, puis je suis pas dans mes bonnes habitudes, tu veux pas être autour de moi. Là. Ouais. Je suis pas plaisant. Là. Je le sais, j'ai la misère à m'endurer moi-même. Fait que oui, effectivement, le repos a un impact gigantesque. Mais la préparation aussi. Je ne sais pas si on allait en parler, mais je veux absolument en parler parce que des fois, on oublie l'importance de... Tu sais, quand on est bien préparé pour un événement, c'est la chose qui nous donne le plus de confiance. Puis qui est la confiance qui est l'antipode, si tu veux, de l'anxiété en quelque sorte. Parce que quand on est confiant dans nos habiletés, puis c'est probablement ça qui se passait avec toi, c'est que tu étais tellement bien préparé. Tu le savais que tu avais justement fait... Ce que tu avais à faire. Tu avais tout considéré pour que tes choses soient organisées, que tu étais capable d'être un gamer la journée que tu devais performer. C'est vrai, puis, bon point. Puis un petit... encore, j'aime ça donner des petites métaphores, des petits exemples. Je te confirme, j'ai jamais été aux Olympiques. Je suis pas un athlète naturel. Je suis pas un... J'ai jamais... Sinon, j'aurais été un athlète professionnel, là, on s'entend. Mais j'étais un soldat. Ce que mon coach me disait de le faire, ce que mon préparateur en nutrition, ce que des tout le bonnes monde... habitudes. T'étais discipliné. J'avais pas le choix, c'était ça. Greg, tu te couches à 10h30, tu te lèves à telle heure, le Ouais. programme d'entraînement, c'est ça, tu manges ça, ben you bet que tout était fait à Effectivement, 100%. effectivement. Puis tu sais, le feeling, là, si vous pensez, je ramène à nos années d'étudiants à l'école, tu sais, la matière que tu avais bien compris, puis tu as bien étudié pour l'examen, puis tu arrives à l'examen, puis tu le sais que ça va bien aller. Oui. Tu le sais que tu vas bien performer. Puis la seule raison que tu le sais, c'est pas à cause de la prof ou de l'examen ou de la salle de classe, c'est à cause de la préparation que tu as faite dans la semaine d'avant qui fait que tu arrives là puis c'est comme... T'es solide. Bring it on. Tu le sais que ça va bien aller. Puis tu sais, même le feeling, ça c'est un petit truc qui est le fun. Tu sais, encore l'examen à l'école, là, le matin même, l'examen, tu as un peu de temps, puis là, tu repasses tes notes. Ouais. Tu refiles tes notes, puis là, tu regardes tout ça, puis tu te dis... Hey, c'est comme si moi, je me rappelle que c'était comme si c'était des photos dans ma tête. Je tournais, puis je savais c'était quoi la prochaine, puis tu sais, ça, c'était les examens que j'étais bien préparé. Là. Sauf en chimie. Sauf en chimie. Je la comprends, moi aussi, j'étais comme ça en chimie. Mais tu sais, le feeling, quand tu repasses tes notes, puis tu te rends compte que tu connais à peu près tout... J'aime dire que la préparation va donner confiance, mais ce petit moment-là te permet de passer à être confiant à convaincu. OK. Ben moi, c'était un des cues. Okay. C'était un des cues. Je ne sais pas s'il y a un mot francophone pour cue, mais c'était un des points que je donnais aux athlètes quand je les coachais, quand on arrivait en compétition. Puis là, souvent, c'est arrivé plus souvent aux filles que j'ai coachées qu'aux gars, tu sais, mais là, tout le monde, ça stressait, puis là, ça voulait faire plus d'échauffement. Puis je dirais, regardez, là, ces mouvements-là, on les a faits à tous les jours pendant 3 ans. Comme, y a-t-il quelque chose d'inconnu là-dedans? C'est comme, non. OK, bon, parfait. Oui, ça va être essoufflant, ça va faire mal. Comme, on le sait, là, c'est toutes des choses. Ah ben oui, t'as raison. T'sais, juste de savoir ça, comme tu dis, d'être préparé, effectivement, puis de savoir que tu t'en vas pas vers de l'inconnu, ça te remet les choses en perspective un petit peu aussi. Puis tu sais, pour revenir aux peurs, parce que je trouvais ça super intéressant en début de podcast, puis je voulais en parler parce que j'ai l'impression que, je vais donner un exemple que j'ai vécu dernièrement, j'ai l'impression que ça n'a pas d'âge. Puis c'est pour ça que je donne l'exemple que, bon, je suis revenue de voyage, j'avais ma fille, écoute, de 5 ans, on a changé une chose dans sa routine, c'était son transport scolaire. Puis c'était comme la veille de ça, que son changement. Puis là, elle me dit, non, je veux plus. Je dis, mais pourquoi? Mais elle dit, j'ai peur. Mais t'as peur de quoi? Parce que là, finalement, elle voyageait avec les voisines, tu sais, une petite anecdote personnelle.
Fait que là, je me suis assise avec elle, puis là, j'ai dit, tu sais, si ça. Puis là, je voyais que ça la mettait complètement à l'envers de changer quelque chose, tu sais. Puis là, je dit, mais tu as peur de quoi? Elle dit, je sais pas, mais j'ai peur. Là, OK, qu'est-ce qui peut arriver? Là, j'essayais d'imaginer avec elle qu'est-ce qui pouvait arriver, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai dit, oui, mais ça pourrait être super le fun aussi. Tu sais, ça peut être que finalement, tu joues tout le temps avec elle un nouveau jeu que vous vous inventez dans l'auto, puis là, ça peut être. Tu sais, c'est juste de changer l'espèce de perception. Puis là, je me suis dit, il faut que j'arrive à désamorcer cette espèce de peur à 5 ans parce que je me dis, elle va sinon tout le temps se faire des peurs comme ça. Puis le lendemain soir, bien évidemment, j'en ai parlé beaucoup. J'ai parlé de la peur. J'ai dit, moi aussi, j'en ai tout le temps j'en ai des peurs, des petites, des grosses, des moyennes. J'ai dit, toute ta vie, tu vas en avoir. Puis là, j'ai expliqué ça. J'ai dit, à chaque fois qu'on se fait des peurs, souvent, c'est pas comme ça que ça arrive, tu sais. Puis le lendemain soir, comme de fait, j'ai dit, puis comment c'était? Ah, ça a super bien été. J'ai rigolé dans la voiture, tout ça. J'ai dit, ben tu vois, hein, j'ai dit qu'on t'avait peur. Puis finalement, t'avais pas besoin d'avoir peur. Fait que j'ai l'impression que la peur n'a pas d'âge. Fait que c'est comme si plutôt on réalise que notre petit message intérieur, notre petit cerveau là, qui travaille, le petit hamster qui roule, qu'est-ce qu'il nous dit comme message? Plutôt, je pense qu'on est capable de travailler là-dessus. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que tu es d'accord? Ou ça apparaît à un moment donné dans la vie comme ça? Ça dépend de chaque personne. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des personnes anxieuses plus naturellement? Ben, en fait, tu serais très bonne préparatrice mentale, Val. Ben c'est gentil. Ben, je l'applique avec mes enfants. Écoute. Mais écoute, elle a ses 2 athlètes. Là. Elle a déjà 2 clients potentiels. Écoute, ce que tu as donné comme exemple, c'est génial. Pour les parents qui nous écoutent, qui ont des jeunes enfants, si je peux me permettre d'utiliser peut-être une autre stratégie qui aurait pu être utile, c'est de démontrer comme adulte qu'on est vulnérable, nous autres aussi. C'est ce que j'ai dit parce que j'ai dit, moi je vais faire. Moi, j'ai vraiment peur. J'ai dit parce que je m'en vais faire une conférence. J'ai jamais fait ça de ma vie. Tout à fait. J'ai expliqué, je vais parler devant plein de filles. Il va y avoir une centaine de filles. Mais elle dit, pourquoi tu fais ça? Elle dit, pourquoi tu fais ça si ça te fait peur? J'ai dit, ben parce que pour moi, c'est important de le faire parce que j'ai des messages à leur transmettre. Mais j'ai dit, j'ai peur. Mais j'ai dit, je sais que ça va bien aller. Fait que j'ai donné, c'est ça, l'exemple de moi-même. Mais elle m'a fait rire quand elle dit, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, OK, bon point. Puis, tu ris, mais j'ai entendu qu'un coach au CrossFit Games a dit ça à une athlète un moment donné. T'es pas obligé, hein? Honnêtement, là, si t'aimes pas ça, t'as trop de pression. On peut s'en aller regarder ça dans les estrades, on va se prendre une bière, ça va être bien le fun. Mais cette personne-là, comme réagit à rien. Ah, OK. Mais oui, ben vas-y avec ton exemple. Mais ça, c'est une technique de changer de perception. C'est juste ça, c'est truquer le cerveau. C'est que tout d'un coup, c'était tellement intense dans sa tête comme, oh my God, il y a tellement de monde, il faut que je performe bien, Puis là, tout d'un coup, lui, il dit ce message-là. Hey, mettons, on va s'asseoir dans l'estrade. T'es pas obligé d'aller. Il n'y a personne qui t'oblige d'aller performer là, sur le terrain, ou même un corps arrière. T'es pas obligé. Là, on va faire jouer l'autre. J'ai une super belle histoire. Il y a un de mes chums qui est un ancien lanceur au baseball. Au niveau élite, il a joué collégial aux États-Unis. Puis c'était son père qui était l'entraîneur. Puis son père, c'est un gars très, très, très brillant. Puis à un moment donné, ça allait pas bien, il était en 8e manche, puis tu vois qu'il suait, puis les buts à remplir. C'était un moment critique dans le match. Puis le père, il faut le voir sur le monticule. Puis c'est son fils, là, ils se connaissent bien, tu sais. Fait que là, son fils, il a une bonne idée, ce que son père va lui dire. C'est pas la première fois qu'il vient le voir sur le monticule. Fait que là, son père arrive, puis il dit tentes-tu d'aller au Burger King après le match? OK, là, Puis là, il est déstabilisé. Il est complètement mêlé, là. Là, il dit rien. Il dit, je t'ai posé une question, réponds-moi. Il dit, ouais, ça me tente. Puis là, il dit, ben, qu'est-ce que tu veux au Burger King? Qu'est-ce qu'on va commander? Changer le focus, là. Puis là, il dit, ouais, prendre un burger puis un Coke puis une frite, tu sais. Fait que là, il dit rien. Puis là, il dit, ben, tu vas pas me demander ce que je veux, moi? Fait que là, il est complètement mêlé. Puis il dit, ben, qu'est-ce que tu veux, papa, toi? Il dit, ben, prends la même chose. Ça sonne bon, ça. Puis là, il est parti. C'est juste ça qu'il a dit. Puis, juste ce petit moment-là, changer le focus. Voilà. Ouais. Puis, il raconte souvent cette histoire-là dans des conférences, puis que finalement, il a bien fini le match, puis tout s'est bien passé. Mais tu disais, je t'ai interrompu quand tu disais donner l'exemple aux parents qui ont des enfants, parce que j'imagine aussi de plus en plus je dis le hockey, là, mais tous les sports, on met beaucoup de pression. Justement, les jeunes vivent de l'anxiété de plus en plus tôt. Mais tu sais, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, puis là, on parle beaucoup de la peur et des craintes et de l'anxiété comme si c'est quelque chose de négatif. Il faut faire attention parce que d'avoir peur peut être aussi notre meilleur ami. Si 3 jours avant un examen à l'école, tu as peur d'échouer, c'est peut-être la meilleure chose qui aurait pu t'arriver parce que tu vas peut-être changer ton horaire pour étudier puis tout ça. De la même façon que toi, je suis persuadé, si on a gratté dans ton cerveau puis je te posais des questions, c'est ce qui passait avant tes compétitions. Tu sais, tu t'asseyais de figurer toutes les petites affaires que tu devais faire parce que tu voulais être absolument prête à performer parce que tu avais peur de ne pas bien performer. C'est sûr, il faut que tu le fasses. Là. Faut tu le sais, admettons que, par exemple, moi, je compétitionnais au CrossFit en équipe. Puis là, je sais que c'était moi qui levais le plus lourd. Fait que je sais que j'avais cette pression-là de réussir mes barres. T'sais. C'est sûr que tu y penses, c'est sûr que tu sais, mais
n'ai jamais raté une. En compétition, j'ai tout le temps fait ce que je devais faire. Mais tu avais peur, selon moi, tu avais probablement peur que ça allait peut-être arriver à un moment donné que tu allais en rater une. Puis c'est pour ça que tu te poussais tellement d'entraînement pour t'organiser que ça n'arrive pas quand c'est le temps de performer. Mais dans le fond, c'est comme si la peur peut être bien canalisée, dans le fond. Bien, c'est clair. C'est de passer les bons messages au cerveau. Puis c'est de savoir d'où vient cette peur-là. C'est quoi la peur? Pourquoi que tu te questionnes par rapport à l'événement qui s'en vient? Puis ça peut te donner beaucoup d'informations, justement, à maximiser ta préparation pour l'événement dont tu te prépares. Donc, tu sais, il y a un petit jeu de mots encore. C'est un mot anglophone, mais les gens vont comprendre. L'objectif, c'est pas de complètement se débarrasser de ses peurs. OK? Parce que quelqu'un qui arrive à une compétition et qui a zéro peur, qui me dit « je suis hyper confiant plus souvent qu'autrement, encore, ça se passe un peu moins bien. Les athlètes qui ont performé de façon exceptionnelle, que j'ai eu l'occasion de travailler avec, toute la gang ont été hyper nerveux et avaient peur de la performance. Okay? Fait que ça ne veut pas dire... Tu sais, j'ai des athlètes qui... Tu leur demandes juste avant ta médaille d'or olympique, tu te sentais comment? Puis ils vont dire « c'était le moment le plus stressant de ma vie. » Et ils ont gagné une médaille d'or. Oui. Oui. Donc c'est pas une mauvaise chose. C'est pas mauvais, non. Donc, c'est pour ça que c'est comme bien canalisé. C'est bien canalisé. Fait que le petit mot anglophone qui est le fun, c'est que l'objectif, c'est pas de... Vous prenez le mot « fearless ». En anglais, « fearless », ça veut dire... T'as pas de peur. Pas peur pantoute, OK? Mais en fait, l'objectif, c'est pas d'être « fearless ». Si on scinde le mot en deux, ça donne « fearless ». Moins de peur. Juste moins de peur. Okay. Puis c'est ça que je disais tout à l'heure, la petite question qu'on peut se poser. As-tu besoin d'avoir si peur que ça par rapport à ce qui s'en vient? Puis dans la majorité des cas, la réponse est non. Puis ça fait juste baisser la peur un petit peu. Puis c'est plus facile de la comprendre, la gérer, puis la contrôler finalement, puis l'utiliser comme un outil bénéfique pour ta préparation. Ça devient comme une grosse boule d'énergie. Puis j'aime ça ce que tu dis, parce qu'on dirait qu'au niveau de la préparation mentale sportive, il y a toujours cet aspect. Puis ça revient avec ce qu'on fait avec Belle Cause. On dit l'importance de parler du stigmate de la santé mentale. Mais tu sais, on parle de... Mettons, un athlète dit « OK, là, j'ai vraiment besoin d'aller voir un préparateur mental. Anxiété de performance, pression. » Il y a tous ces termes-là qui sonnent négatifs. Tu sais, tu es un gars souriant. Si vous regardez ou si vous entendez même la voix de JF, vous comprenez que c'est un gars souriant, positif, puis même à l'écouter. Puis tous ces athlètes-là qui vont te voir, ils ne vont pas te voir d'une façon négative, ils vont te voir pour optimiser leur performance. Ouais. Alors pourquoi il y a encore cette, ou c'est peut-être ma perception, là, mais pourquoi il y a encore cette tendance-là largement, entre guillemets, négative par rapport à toute cette profession-là, puis de se préparer mentalement autant que physiquement à performer? Bien écoute, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. C'est sûr qu'il y a encore du travail à faire, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens encore qui ne comprennent pas nécessairement c'est quoi un préparateur mental, le travail qu'on fait. Mais ça a beaucoup changé depuis les années 80-90, parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment du... Personne ne parlait de ça. C'était comme, non, si tu es faible mentalement, que tu gères avec, puis tu sais, comme no pain, no gain, tu sais, un peu cette expression-là. Pas de pain, pas de gain. Voilà, exactement. Fait que, mais tu sais, là, je dois dire que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé les choses parce que là, c'est beaucoup plus médiatisé, la préparation mentale. Tu sais, ceux qui me suivent sur Facebook, tu vois, je vais poster des petites affaires, tu sais, des petits articles ou des petits conseils, des choses comme ça. Fait que je suis pas tout seul qui fait ça. Donc, c'est plus connu. Et les athlètes nous aident beaucoup parce que les athlètes en parlent beaucoup, justement, dans les entrevues. Ils s'impliquent. Même à la journée Belle Cause, là, de plus en plus, tu vois des athlètes qui s'impliquent. Ou des anciens athlètes qui ont connu vraiment. C'est là que tu découvres que ça n'a pas été si facile que ça. Tu sais. Non, tout à fait. Puis c'est bien que les athlètes en parlent parce que c'est des ambassadeurs. Tu sais, puis eux aussi, ils ont justement des petits défis à gérer au niveau psychologique. Puis oui, c'est surtout axé pour la performance. Mais c'est des choses que je pense que monsieur et madame, tout le monde peuvent aussi utiliser dans leur quotidien, peu importe ce qu'ils font comme travail. Mais justement, si tu as des conseils à donner, soit à des parents, des gens dans leur quotidien, au travail, comment bien gérer l'anxiété de performance? On le disait, là, que ce soit pour une entrevue, pourquoi ça serait quoi tes conseils? Bien, écoute, avant un moment important... on a parlé de la préparation, entre autres. Oui, la préparation. Mais je vais revenir à ce que je disais en début d'entrevue, l'importance du langage qu'on utilise. Parce que notre cerveau va croire ce qu'il entend. OK? Il y a deux familles, si tu veux, d'émotions qu'on va vivre avant une compétition. On a ce qu'on appelle l'anxiété de pré-performance, puis on a aussi ce qu'on appelle de l'excitation de pré-performance. OK? Donc, dans l'anxiété pré-performance, on peut peut-être englober des choses comme, on a parlé de la peur, la crainte, l'appréhension négative, l'anticipation négative, incertitude, etc. Mais il y a aussi de l'excitation de pré-performance, comme, tu sais, j'ai hâte d'aller performer. Je suis curieux de savoir comment ça va aller. Tu sais, wow, je vais performer devant 25 000 personnes. Comme c'est quel cool, trip qu'on va vivre, tu sais. Donc,
sais, les êtres humains, puis ça, il y a des gens, des fois, qui s'en rendent pas compte, mais on vit jamais vraiment juste une émotion. Non, c'est comme un mélange de C'est tout toujours ça. un mélange. Tu sais, quand tu es vraiment, vraiment frustré, c'est juste de la frustration ou est-ce qu'il y a de la colère aussi associée à ça? Y a-t-il des regrets associés à ça? Absolument, c'est un mélange d'affaires. Puis souvent, avec des compétitions, lorsqu'on se sent différent, fébrile, ben moi, je m'amuse à discuter de ça avec mes athlètes. C'est probablement qu'il y a un mélange de peur, puis un mélange d'excitation, tu as hâte de voir ce qui va arriver. Aussi, tu es capable de garder ça 70% excitation, 30% peur, de mettre dans une bonne zone. Mais c'est plus ou moins ça. Puis d'en parler, puis de vraiment de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, c'est assez... Moi, j'adore mon travail pour ça. C'est comme si le cerveau est capable de mieux se comprendre, finalement. Quand l'être humain comprend, l'être humain agit de la façon qu'il veut. On est fait comme ça. Puis les athlètes que moi, je côtoie avec, moi, j'ai une approche éducation premier, application deuxième. Ça ne donne à rien de donner des outils de gestion de stress avant qu'on parle de c'est quoi un stress, comment ça marche avec toi, c'est quoi tes symptômes, puis tout ça. Puis ensuite, quand on parle des stratégies, ben écoute, ça va de soi. C'est facile pour eux de comprendre comment utiliser les stratégies parce qu'ils ont compris c'est quoi les émotions comme telles qu'ils doivent gérer. Donc... Puis ce qui va déterminer si tu vas vivre plus de l'anxiété pré-performance ou de l'excitation pré-performance, c'est vraiment ton langage. Donc par exemple. Donc, toi, tu es capable de les lire par leur langage non-verbal parce que tu les connais. C'est ça qui est le fun dans mon travail. Puis moi, j'étais capable de le savoir même avant qu'ils parlent. Bien, souvent, c'est ça. Puis je travaille avec un gros tableau blanc dans mon bureau. Puis souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ce qu'ils vont me dire. OK. Donc, tu sais, des paroles comme il faut que je performe bien ce week-end. Ben écoute, il faut, là, c'est comme une connotation, tu sais, obligation. Oui. Là, si tu ne performes pas, il y a une menace. Si tu ne performes pas, il va y avoir des conséquences. J'aimerais bien entendre « je veux bien performer ce week-end ». Pensez juste à ces mots-là. Oui. Il y en a un qui est plus associé à l'anxiété, puis l'autre est plus associé à l'excitation. Oui. Je veux performer. J'ai hâte de performer. J'ai l'occasion de performer. Moi, j'avais hâte de commencer, justement, pour pouvoir appliquer ce qu'on a fait. Je ne sais pas si ça doit être la majorité des... Je veux dire, par exemple, en série éliminatoire, les Chiefs, Laurent Duvernay doit avoir hâte au kick-off. Je veux dire, tu veux arriver dans la game pour la jouer puis donner tout ce que tu as. Effectivement. Fait que ça serait un premier conseil, je pense, qui est super facile à comprendre et appliquer. C'est porter attention au langage interne que vous avez et puis faites des liens avec les émotions que vous vivez puis les choix de paroles que vous utilisez, parce qu'il y a un lien direct. Là, on n'a pas de tableau, là, mais vous pouvez imaginer avec mes mains, là, je décortique toujours une performance en 3 composantes. La composante psychologique, émotionnelle et physique. Donc, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on fait. Puis là, on parle côté émotionnel. Fait que, tu sais, la peur, les craintes, puis l'excitation. Ce qu'on vit d'un point de vue émotionnel, c'est plus ou moins un résultat direct de la façon qu'on décide de construire notre réalité. Ah, absolument, parce que les pensées, ça devient des émotions. Là. Bien, effectivement. Fait que les gens qui disent « il faut que je gère mes émotions », moi, je leur dis « tu ne veux pas gérer tes émotions, tu veux gérer tes pensées qui vont avoir un impact sur tes émotions. » Fait que, sur ta façon de... Tu sais, les émotions, c'est chimique. C'est tellement simple quand tu en parles. Mais oui, j'aime ça. Mais ce qui est important encore, je veux que les gens... je vais t'appeler. Mais les gens qui nous écoutent, je veux juste spécifier de quoi, OK? Ouais. On parle des deux, puis c'est comme si on fait un contraste entre les deux. Selon moi, l'excitation de pré-performance a plus de poids quand on a eu des paroles d'anxiété de performance. OK. Parce que... Mais il faut que tu le comprennes. Il faut le comprendre. Mais les êtres humains ont des êtres de contraste. OK? Je vous donne des exemples. La raison qu'on aime tellement gagner, c'est parce qu'on perd de temps en temps. Si on gagnait tout le temps, à un moment donné, gagner, ça perd un peu sa valeur. Oui, okay? Pourquoi on aime tellement... C'est ça que je dis, mon fan des Patriotes. C'est ça que je dis à chaque année. Puis cette année, je me dis, regarde, ils vont plus apprendre, ça va être quoi dans les prochaines années, sans Tom Brady. Puis... Mais tu sais, un autre exemple, puis pour ici, les gens au Québec, pourquoi qu'on aime tellement les étés? C'est parce qu'on a des hivers. Absolument. Oui, je pense souvent à ça l'hiver, parce que justement, hier, j'ai pensé, je m'étais dit, je me suis dit, gars, l'été, ça va être beau, je vais l'apprécier. C'est la gadoue, c'est comme presque un... Moi, je me suis fait une promesse que du printemps à l'automne, je ne chialais jamais sur la température. Jamais. Ben non, on peut pas. Il 8 mois par année, je chiale pas. Je suis entièrement d'accord. Mais pensez-y, le Cubain, là, il n'aime pas l'été autant que nous. Parce qu'il l'a tout le temps. Il l'a tout le temps. Mais non, il aime la neige, lui. Bon. fait que je reviens à mon exemple d'anxiété préférence. On est ici pour parler de ça, là, pas les étés et les hivers. Ouais. Mais quand à un moment donné... Oui, là, on parlait gagner, victoire versus défaite. Oui. C'est ça. Mais tu sais, le je veux compétitionner en fin de semaine, il y a tellement plus de poids quand tu remplaces, tu sais, il faut
Parce qu'à un moment donné, tu vis ça, tu dis, ah, c'est pas le fun, j'aime pas ça. Puis là, c'est OK, tu te questionnes comment je pourrais changer mon langage, puis tu changes ça. C'est plus fort. C'est plus évident. Puis là, tu vas être plus tenté à l'utiliser en profusion à cause que tu as eu un contraste. Fait que l'anxiété pré-performance, ce n'est pas mauvais. C'est ça qu'on doit comprendre. Ce qui est mauvais, c'est que lorsque ça prédomine, j'ai bien aimé tes pourcentages tout à l'heure. C'était 80 de tes pensées sont associées à l'anxiété, puis 20 à l'excitation. Évidemment, là, ça va être un peu plus problématique. Ouais, c'est ça. Là, tu as plus la difficulté à gérer tes émotions. Tu disais tantôt, ça m'a accroché, que les athlètes vous aident en parlant de plus en plus. Et j'imagine que c'est... Comment j'allais dire ça? Donc, ils en parlent de plus en plus, mais moi, je trouve qu'encore, on n'en parle pas assez. Puis, je ne sais pas si j'ai raison là-dedans, mais souvent, on fait, bon, ESPN font les top athlètes les plus en forme au monde à chaque année. Puis, bon, les meilleurs performeurs, tout ça, les meilleurs athlètes, mais on ne parle jamais de préparation mentale là-dedans. C'est rare qu'on parle, bon, qu'est-ce qu'il fait comme entraînement? Tu sais, Tom Brady, à quoi sa carrière maintenant, qui est encore au top à 42 ans, à quoi il doit ça? Ben, Tom Brady prend un soin jaloux de sa nutrition. Il a son préparateur physique tout le temps. Je peux pas croire que Tom Brady mais est-ce que chacun est différent? Est-ce que toi, chaque athlète, tu trouves que la préparation mentale est différente ou à la fin, ça reste un humain puis généralement, les grandes lignes sont les mêmes? T'sais? Écoute, c'est sûr que ça change. Je veux dire, les noms que tu as mentionnés tout à l'heure, pour les gens qui les connaissent, ces athlètes-là sont complètement différents d'un point de vue personnalité. Vous les voyez dans des entrevues. Tout ça, il y en a que ça doit être plus naturel que d'autres, naturellement, d'avoir tendance à méditer, d'avoir tendance à visualiser. Il y en a qui... Moi, j'ai grandi très jeune. Ma mère me montrait ça, l'importance d'imaginer le positif, puis de la visualisation. La visualisation, c'est ça. Mais tous les athlètes en font aujourd'hui, ça va de soi. Mais je veux dire, quand tu grandis en ayant ce mécanisme-là, il est beaucoup plus facile de le faire puis de l'appliquer dans ta vie de tous les jours que quand on te l'apprend, je sais pas, à 25 ans. Là, c'est clair, c'est clair. Moi, je suis un grand croyant que je pense pas que tout le monde devrait travailler avec un préparateur mental, mais je crois que tout le monde devrait s'intéresser à la préparation mentale. OK. C'est bien dit. Dans le sens que, il y a des livres qui existent, tu as des podcasts qui existent maintenant. Il y en a beaucoup de gens qui sont de façon naturelle. C'est des athlètes qui sont très forts mentalement. C'est ça que je dis, c'est ça, naturellement. Par la méditation, c'est des gens qui sont très constructifs. Il y en a qui ont des parents qui sont des modèles extraordinaires. C'est toi qui m'avais donné cet exemple-là que Michael Phelps avait gagné une médaille d'or complètement aveugle, je pense, hein? Aveugle, dans quel sens? C'est toi qui m'avait dit ça. Il avait perdu ses lunettes en rentrant dans l'eau, en plongeant. Il avait perdu ses lunettes. Je sais pas. J'en rencontre beaucoup d'histoires. Il avait tellement visualisé. Ça se peut très bien. Il avait tellement visualisé son nombre. Il savait exactement où est-ce qu'il était. Il n'a jamais paniqué. Puis il a touché le mur, servir de bord, il avait gagné la médaille d'or. Tu peux rien voir dans Mais il y en a aussi qui sont naturellement, génétiquement moins anxieux que d'autres. L'anxiété, des fois, apparaît plus tard. Je veux dire, chacun a des parcours différents aussi. Bien, puis je pense que c'est de la même chose si on parle de préparation physique. Tu as des athlètes que, d'un point de vue naturel, sont vraiment flexibles, forts, puissants. Puis il y en a qui travaillent avec des préparateurs physiques, mais pas de façon quotidienne comme d'autres. Fait que, c'est un peu la même chose au niveau psychologique. Je pense qu'il y en a qui en ont peut-être besoin un peu plus, d'autres un peu moins. Cependant, le côté psychologique va faire partie de ton sport. Ou la personne qui veut faire une remise en forme, il va y avoir une partie psychologique par rapport à ça. Absolument. Surtout quand tu l'abordes. Surtout là, quand tu arrives, tu te dis je vais m'inscrire au gym parce que c'est ma résolution du mois de janvier, puis tu y vas de reculons. Il faut vraiment travailler justement nos messages, nos pensées. C'est clair. Il y a un gros travail psychologique à faire. Là, j'ai vraiment un blanc là-dessus, mais on parle de comment ça se développe de plus en plus. Il y a un livre qui est sorti récemment, je ne sais pas si tu l'as lu ou si tu en as entendu parler, c'est écrit par le journaliste Brendan Sneed, Head in the Game, justement, qui lui, c'est un lanceur. Tu sais quoi? Non, je n'ai pas lu. C'est un lanceur qui s'effondrait sous la pression tout le temps. Puis à un moment donné, il a fait des recherches là-dessus, puis il s'est rendu compte qu'il y avait des... Je me souviens plus c'est quoi le nom du psychologue? Vous jaserez, je vais prendre mon téléphone, je vais faire des recherches, qui travaille avec les Seahawks de Seattle notamment, puis qui ont tout mis de la chimie. Ils sont capables de regarder les cerveaux des athlètes maintenant et tout ça. Donc, c'est rendu quand même assez poussé là, dans ce qu'on peut voir de cette psychologie-là. On peut voir ça maintenant à quel point il y a cette anxiété-là. Puis, tu sais, je pense qu'un autre facteur qui a fait qu'on est plus en demande,
c'est la nature du sport. Comment est-ce que c'est rendu une business, puis c'est médiatisé, puis la pression à performer dans le monde du sport n'a jamais été aussi élevée. Ben absolument, T'sais, absolument. C'est des Formule 1. Je dis souvent, les athlètes, c'est rendu des Formule 1. Tu n'as plus le droit à l'erreur. C'est comme, c'est tellement peaufiné. Je veux dire, tout est calculé. Puis qui fait que tu manges, que tu pèses, que tu tout. Puis ça fait que c'est quasiment facile de gagner sa vie en tant que préparateur mental maintenant parce qu'il y a tellement de demandes. Moi, je suis pas sûr que j'aurais pu gagner ma vie à faire ça dans les années 80. Mais il y a encore plus d'anxiété aussi. Je veux dire, chez les jeunes, de plus en plus, ça commence. Moi, je trouve ça hallucinant. Là. Je veux dire, les jeunes qui commencent de l'anxiété à 10 ans, à 8 ans, à 12 ans, tu sais. Puis, tu sais, je pense que tout ça aussi c'est comme si on n'est plus à la même c'est plus la même génération que nous là, tu sais. Ça je le vois vraiment, je le constate vraiment à quel point ça change, tu sais. Est-ce que tu l'as trouvé, mon cher? Non, je n'ai pas trouvé, malheureusement. OK, mais c'est pas grave, je vais parce que devoir moi, j'ai plein d'autres questions. Plus de recherches. Ben oui, c'est ça. Puis, en fait, il faut parler de ton livre aussi plus tard. Écoute, j'avais une question, mais je pense que tu l'as pas mal résumé. En tout cas, tu me le diras. Parce que je voulais savoir, moi, c'est quoi la ligne entre... Elle est où la ligne entre l'anxiété de performance et la volonté de vouloir performer à son meilleur, tu sais? Mais ça revient un peu, je pense, à ce que tu disais tantôt quand tu as de l'anxiété de pré-performance puis de l'anxiété... Puis d'excitation. D'excitation, c'est pas mal ça, hein? L'espèce de ligne. Et puis, attends un petit peu, là. Là, prenons l'exemple de Michael Kingsbury parce que c'est une machine de performance. Ouais. Est-ce que lui, c'est de nature, justement, on le dit, il n'est pas anxieux de nature ou c'est quelque chose qu'il a fallu qu'il travaille dans son cas ou comment ça s'est passé avec lui? Ben écoute, j'ai commencé à travailler avec Michael en 2014, après les Jeux olympiques de Sochi. Puis, déjà, à ce moment-là, c'est un athlète qui était extrêmement fort mentalement. Tu sais, il n'a pas commencé à travailler avec moi parce qu'il était faible mentalement. Il a commencé à travailler avec moi parce qu'il cherchait à s'améliorer encore plus. Tu sais, il savait que même s'il était déjà très fort mentalement, tu sais, qu'il y avait peut-être quelques petites affaires qu'il devait peaufiner et améliorer. Donc oui, il y en a qui sont naturellement faites pour la performance. Tu sais, puis lui, c'en est un, mais... Tu sais, je disais tout à l'heure, même ces athlètes-là deviennent, tu sais, sont nerveux, puis ils peuvent avoir peur aussi. Et puis, tu sais, on a moi puis Mick qui en parle ouvertement, fait que je peux me permettre d'en parler aujourd'hui. Tu sais, les Jeux olympiques, c'était un moment extrêmement stressant pour lui, là. Tu sais, mettez-vous dans ses bottines. Il pratique un sport où est-ce que ça prend à peu près 23-24 secondes de descendre la piste. Oui, tout se joue là. C'est 24 secondes dans ta vie aux 4 ans. Ah, c'est ça, exactement. Fait que si tu plantes, il faut t'attendre 4 ans. Oui. Tu sais, le joueur de football là, qui manque son bloc ou qui manque sa passe, ben regarde, 30 secondes après, t'as un autre jeu. Là. Ben, pensons entre autres Dominique Maltais, ça y est arrivé. Là. Aux Olympiques de Vancouver, c'était ça. Là. C'est ça. C'est vraiment ça. Fait que tu sais, l'approche qu'on a pris, moi et Michael, pour se préparer pour ces jeux-là, c'est que faut pas mettre notre tête dans le sable puis présumer que tu ne seras pas nerveux. Comme tu es humain, tu vas être en haut, tu vas être nerveux. On s'en sort pas, c'est sûr que tu vas être nerveux. Donc, il va falloir que tu travailles avec la nervosité et pas contre la nervosité. Puis, effectivement, quand il était en haut de la piste, puis c'était son tour à y aller, il avait des papillons. Mais il s'organisait que les papillons volent dans la même direction, si tu veux, puis pas dans différentes directions. Puis, tu sais, encore, c'est une question de perception. Quand il a ressenti cette nervosité-là, je peux-tu me permettre de... Je ne sacrerai pas, là, mais... non, mais vas-y. Mais tu sais, au lieu de... Tu sais, le fameux « oh shit ». Ouais. On a déjà dit pire que ça. Oui. OK? Bon, parfait. Je suis correct. Vous allez me réinviter. Tu sais, le fameux « oh shit ». Tu sais, t'as les papillons, tu te sens pas bien, puis tout ça. On a converti le « oh shit » à « oh yes ». OK. Juste ça. Parce que les fameux papillons qu'on a, là, encore... question d'éducation. La plupart des gens... Je vais juste dire ces deux mots-là, puis j'ai des frissons sur les bras. La plupart des gens ne comprennent pas c'est quoi le feeling de papillon. Tout le monde connaît l'expression, mais en principe, qu'est-ce qui se passe au niveau de tes organes qui fait qu'on se sent comme ça? C'est pas compliqué, c'est que notre cerveau est très brillant. On sait quand quelque chose d'important s'en vient. OK? Fait que le cerveau se prépare, va envoyer l'adrénaline au corps pour envoyer un apport sanguin à les systèmes dans ton corps qui ont besoin pour pouvoir performer à ce moment-là. OK? Qui est surtout ton système musculaire. OK. Qu'est-ce qui arrive quand on devient nerveux à la couleur de notre peau? Blanc, souvent, ou non, rouge? Au contraire, elle devient plus rougeâtre. L'alimentation sanguine? Parce que la circulation sanguine est accentuée. Toi, je savais pas ça. Mais on ne produit pas plus de sang dans le corps. C'est juste qu'on va chercher du sang quelque part pour l'amener de façon supplémentaire ailleurs. Fait qu'on va chercher du sang surtout dans le système digestif parce que le système digestif n'est pas important
pour ce qui est des bosses. Oui. OK? De là, les papillons. Voilà. Puis le sein est envoyé au système musculaire. Donc, le feeling des papillons, c'est le contraste un montant de sang normal au niveau digestif. À tout d'un coup, on n'a pas tant que ça. Mhm. C'est pour ça que c'est comme bizarre. Mais les papillons n'égalent pas « je suis dans la merde ». OK. En fait, j'aime dire, être nerveux, c'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est de devenir nerveux parce que tu es nerveux. Oui, de réaliser ça, c'est souvent le cas de l'anxiété. Ben oui, Donc, c'est la l'anxiété, façon ben oui, que oui, tu oui. perçois cette nervosité-là. Fait qu'on avait Ça, beaucoup parlé. C'est purement de l'anxiété. Voilà. Stressé à propos du stress. Puis c'est pour ça que Se juger, en fait. Ben, c'est Là, tu dis, clair. ah non, je suis nerveux. Oh my God, je ne devrais pas être nerveux. Là, ça part. Ouais, là, ça part. Ah ouais, Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Fait que le oh shit, aller au oh yes, c'était directement en lien avec ça. Et Parce puis là, je l'imagine, je visualise tellement parce que moi, j'étais aux Olympiques de Vancouver et je faisais le ski acrobatique et le snowboard. Et j'ai monté en haut des pistes, entre autres pour la demi-lune et pour le ski. Hey, on le réalise pas, là. Non, non, c'est Mais la face. C'est haut, là, puis ça c'est pique, là. haut, Non, non. et c'est Ah ouais. à pic, là. La demi-lune aussi, là, les gens, ça donne pas la même perception à la télé, là. C'est immense. C'est Et là, clair. je me dis, aïe, aïe, j'imaginais, là, moi, là, je veux dire, c'est quand même fou. Puis t'as tout le monde qui est en bas, puis qui te regarde, puis qui t'attend, puis toutes les caméras. Honnêtement, c'est big. quelque chose qu'ils Ouais. vivent, là. Ah, je faisais même pas ça au Mont-Saint-Sauveur, moi. Ah non, mais c'est énorme. C'est vraiment énorme, impressionnant. C'est énorme, comme c'est structure, là. vraiment impressionnant, là. En fait, les structures de pratique étaient au Mont-Saint-Anne, je pense, Il y au avait Québec. Val-Saint-Côme aussi. Puis, ouais, Ouais. j'ai vu ça. J'étais comme, mon Dieu Seigneur, jamais de la vie. Mais pour lui, le oh shit à oh yes a tout changé. Finalement. Ben, en Pas fait- tout changé, mais a aidé beaucoup à désamorcer ou à bien diriger les papillons. Comme Ben, tu c'est un exemple de travailler avec ta nervosité versus contre ta nervosité. Oui, c'est Mais ça. est-ce OK. qu'il est Puis- encore, mettons, ben, je sais pas, tu peux peut-être me dire que tu peux pas répondre, mais bon, Michael Kingsbury, c'est le meilleur de son sport à probablement jamais avoir mis des skis. Là. Je veux dire, est-ce qu'encore aujourd'hui, lorsqu'il est en haut, il y a ce même sentiment-là à chacune des courses? Ouais. À chacune Puis des en finales? fait, l'image Chaque que, Coupe du Monde, on va l'image dire, que je là. donne, c'est que c'est la même nervosité, mais le volume n'est pas aussi fort. OK. Fait que, tu sais, si disons, on met un volume de 1 à 10, une échelle de 1 à 10, la nervosité d'une Coupe du Monde. Puis les Coupes du Monde vont varier. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres Oui, pour puis lui. il commence là. à connaître le circuit aussi. Fait que là, C'est ça. mentalement, quand tu visualises, là, tu visualises exactement les bonnes choses Ça au lieu dépend d'imaginer. Ouais. Ça dépend du contexte. Tu sais, tes coéquipiers, est-ce qu'ils skient bien cette journée-là? Est-ce que Ouais. le parcours est plus La facile que l'année température passée? aussi. Température. Ouais, Fait les que, vents, ouais. tu sais, c'est peut-être un volume de 3 ou 4 à la Coupe du Monde. Puis aux Jeux olympiques, c'est un volume de 8-9. Ouais. Puis c'est l'image que je lui avais donnée. Je dis, mec, une nervosité que tu connais. C'est la même nervosité. Hein. Puis j'ai même dit, j'ai dit, Ben écoute... oui, parce que ultimement, moi, ça me faisait capoter parce que je couvrais beaucoup de Coupes du Monde. Puis on s'entend que c'est tous les mêmes athlètes qui sont aux Olympiques. les mêmes, c'est la même chose. Mais les gens n'y vont pas. C'est plate, c'est triste. C'est mais la même chose. C'est le même spectacle. Là. Je veux dire, c'est la même chose. Moi, ça me faisait triper parce qu'il y en avait plein. Puis je les couvrais, évidemment. Mais moi, j'étais fascinée par ça. Puis quand j'allais aux Olympiques, ben, c'était les mêmes athlètes. Puis je me disais, mais pourquoi les gens ne vont pas à la Coupe du Monde? Mais c'est ça, mais les athlètes, voilà, c'est le même... Tu sais, tu devrais pas être plus stressé parce que c'est les Olympiques. Ben oui, parce que c'est aux 4 ans. Mais je veux dire, le principe est que les compétiteurs vont être les mêmes. Ce que ton travail que tu as à faire va être le même. Tu sais, je veux dire, tout ça, ça va être la même chose. Là, Ben, tu sais. puis on avait même fait la blague que, tu sais, Mick, il prenait l'avion à un moment donné du Canada pour aller en Corée. J'ai dit, les papillons vont prendre le vol aussi, là. Eux autres aussi vont embarquer dans l'avion, Ouais. tu sais. Ils migrent. Fait que, tu sais, il va falloir les gérer. Ils vont être là. Fait que la notion du oh shit ou oh yes, c'était vraiment une question de travailler avec la nervosité. Puis c'est juste comme envoyer un signal à son cerveau en disant, ça veut dire que mon corps est prêt. Parce que c'est vraiment ça. Je suis rendu La là. nervosité Ouais. nous prépare. Le système musculaire est prêt à réagir de façon optimale. Donc, tu sais, moi, je donne beaucoup de conférences. Puis, il n'y a pas une conférence que je ne suis pas nerveux avant que j'embarque sur scène. Encore, le volume, des fois, va changer. Tu sais, si j'ai 30 personnes versus 900 personnes, ça va changer un peu le contexte. Mais je me dis toujours la même chose avant que j'arrive sur scène. La notion de « oh shit » à « oh yes ». Puis c'est juste une façon de se rappeler que, Jeff, tu es prête. T'sais, ton corps est prêt pour performer. Tu as fait tes devoirs, tu as mis le travail. Puis de toute façon, lorsqu'on arrive, puis le stress, toi qui donnes une conférence, Michael Kingsbury qui est à la Coupe du Monde aux Olympiques, Val qui va te donner sa première conférence, ou moi qui anime un événement en live devant, des fois c'est 2000, des fois c'est 25 000 personnes. Je veux dire, on est tous, tu as raison, un peu nerveux, mais tu le sais que rendu là, lorsqu'il faut que tu performes, tu peux plus rien changer. Exact. Là, c'est plus le temps de revenir en arrière, de dire OK, là, je vais aller étudier ou là, je vais aller m'entraîner. Non, tu peux plus rien faire à Tout à part fait. Livré.
à part peser sur Start, Ouais. puis let's go, on y va. On Puis je veux rappeler aux gens, donc l'Olympien au bureau, c'est ce que tu as écrit, ça a apparu à l'automne dernier, si je ne m'abuse, autour du Salon du Livre. Ouais. Écoute, c'est super intéressant. Moi, je veux dire, j'ai passé presque au travers. Je suis rendue vers la fin. Il y a plein de choses que justement que les gens peuvent appliquer au bureau, que les gens peuvent appliquer dans la vie de tous les jours. Justement, tu disais avec les enfants, si vous voulez faire une remise en forme, il y a plein de bons trucs, Et je retiens, entre autres, quelque chose, parce que tu faisais la comparaison de l'athlète, c'est comme une table qui a 4 pattes. Tu sais, quand tu t'en vas dans ton café là, ou à ton resto, puis tu as une patte qui est chambranlante, là, ben, c'est fatigant parce que, voyons, on va l'arranger. Là. Mais c'est un peu la même chose. Est-ce que tu peux, juste pour glisser un mot sur ton livre, nous faire cette comparaison-là, l'athlète ou la personne aussi qui est au bureau, c'est quoi les 4 pattes, finalement? L'espèce de base, de fondement que les gens doivent être solides. Oui, effectivement. Ben, tu sais, l'expression être solide sur ses pattes, en fait, ça vient un peu de cette métaphore-là. Puis si on pense à un athlète qui est complet, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est pas juste la préparation. Il y a une patte, c'est physique. Donc, tu sais, la flexibilité, puissance, force, tout ce qui vient avec ça. Il y a une autre patte que c'est technique. Fait que vraiment les aspects techniques que tu dois maîtriser dans ton sport. Donc, par exemple, la façon que tu places tes... Si on parle de Mick, par exemple, le skieur, les skis, les sauts, tout ça. Il y a l'aspect tactique ou stratégique, si tu veux. Donc, de quelle façon tu vas t'y prendre pour, pour performer. C'est ça. Voilà, je vais ajuster ma stratégie, les compétiteurs. Mettons, Maria Ducaire, elle travaille fort sur l'aspect tactique. Ben, c'est clair. C'est parce que l'adversaire qu'elle va affronter, puis tout ça. Puis la dernière patte, c'est la patte psychologique. Fait que, tu sais, au niveau concentration, confiance, gestion de stress, puis tout le reste. Puis je pense que pour un travailleur à la maison ou parent à la maison, ou peu importe ce que vous faites, c'est un peu la même chose. Puis il ne faut jamais oublier que pour être complet, comme, je vais utiliser le mot performeur, si tu veux, là, parce que tout le monde performe. Hein. Ça, c'est une autre notion que des fois, on voit les athlètes olympiques et tu dis, waouh, les autres, ils performent avec beaucoup de stress. Écoute, je m'excuse, mais quelqu'un qui... tous Écoute, vous vivez autant de stress que des athlètes olympiques. Honnêtement, là, c'est pas le même, c'est pas pareil, dans le sens que les autres, souvent, c'est des gros stress de temps en temps, mais si vous pensez à des petits stress quotidiens que vous vivez, moi, je dirais même que, puis c'est comme ça que je l'explique dans l'introduction du livre, c'est que, selon moi, le travailleur normal, si tu veux, a besoin plus de préparation mentale que l'athlète olympique. L'entrepreneur qui s'en va faire un pitch de vente là, pour augmenter le chiffre d'affaires de sa compagnie. Puis tu as une chance, là. Ouais. Puis tu pourrais rapporter plusieurs millions supplémentaires à ta compagnie juste si tu peux convaincre cette personne-là. Donc, c'est qu'on parle de la même chose. Puis c'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre que c'est adressé au monde, l'Olympien au bureau, puis le sous-titre, c'est la préparation mentale des grands athlètes transposée au monde du travail. Oui, c'est visé vers le monde du travail, mais en même temps, j'ai voulu l'écrire avec Marie Malcholos, qui est une journaliste sportive, de façon à ce que peu importe ce que tu fais, tu peux le lire. Fait que même il y a beaucoup d'anecdotes, évidemment, qui viennent du monde du sport. Fait que c'est bon pour les athlètes. J'utilise des exemples académiques aussi. Fait que pour les étudiants... Mais tu transposes beaucoup au monde du bureau puis du travail. Effectivement. Puis la raison, je le fais comme ça, puis je donne des exemples justement d'un gestionnaire ou un chirurgien, un entrepreneur. Je donne des différents exemples pour permettre aux gens de comprendre que les habiletés que les athlètes utilisent justement pour performer quand on les regarde sur la télé, pour un Super Bowl ou les Jeux olympiques ou la Coupe Stanley, c'est les mêmes choses qu'on peut utiliser au bureau. C'est ça qui fait que je trouve que c'est comme ça montre que c'est accessible à tous. Puis c'est super intéressant. En tout cas, félicitations parce que c'est vraiment un bel ouvrage. J'ai vraiment hâte de le lire. Moi, c'est le genre de livre qui me fascine. Oui, moi, j'adore ça. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pour ça aussi que je vous le suggère. Puis écoute, c'est super intéressant de parler avec toi. Mais j'ai une dernière question, voilà, parce que tu parlais de performance, tu sais. Puis on le dit, là, justement, on est autant performant. Bon, les athlètes de haut niveau, c'est peut-être plus ponctuel, des grosses doses d'adrénaline. Nous, c'est plus à tous les jours. Mais tu sais, la performance, jusqu'à quel point, mettons, tu arrives la fin de semaine, là, puis là, on dirait que là, il faut que tu sois performant à la maison. Parce que là, tu as toutes tes choses à faire, puis là, il faut que tu sois justement... Avec les enfants, tu vas être performant parce que tu veux qu'ils fassent des choses, du sport d'ici. Tu sais, jusqu'à quel point, à un moment donné, il faut que ton cerveau fasse comme là, OK, il y a peut-être le temps que la performance... Je peux-tu performer à faire des siestes puis jouer au PlayStation? Oui, c'est ça. Ben, c'est comme si maintenant, on se sent coupable de faire ça quand, au contraire, on va être encore plus performant après si on se permet justement des pauses de performance des fois. Ben, moi, je le vois comme ça, mais... Mais tu sais, encore, pour moi, c'est une question de terminologie. Tu sais, j'ai beaucoup d'athlètes que je côtoie régulièrement qui ont de la difficulté à prendre des pauses aussi. Tu sais, c'est des gens qui veulent beaucoup s'entraîner. Mais donc, ils vont pas s'entraîner une fois, là. Ben là, c'est sûr qu'ils se sentent coupables, là. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'appeler ça une journée off, on va appeler ça une journée massage.
une journée où OK. est-ce qu'on fait une sieste, journée. Fait qu'on va utiliser Récupération. on va utiliser des termes qui sont plus appropriés, associés directement à leur performance, fait qu'ils se sentent moins coupables. OK. Puis écoute, j'ai vu ça à maintes reprises, puis ça fonctionne. Puis il y a une expression encore anglophone que j'aime bien, c'est train hard, recover hard. Puis il y a une notion encore qui est mal comprise, je trouve. Puis vous autres, vous le savez, en conditionnement physique, évidemment, mais c'est peut-être pour les gens qui nous écoutent qui n'ont pas ces notions-là, on ne devient pas plus fort quand on s'entraîne. On devient plus fort quand on récupère. Oui, il faut Tu sais, se donner quand- des périodes de repos. Ben oui, mais c'est que quand on lève des poids, on crée des micro-déchirures au niveau de nos muscles. Fait qu'on ne devient pas plus fort quand on s'entraîne. C'est lorsqu'on se repose, lorsque ces micro-déchirures-là se guérissent puis qu'ils reprennent leur forme, puis tu sais, le métabolisme change, c'est là qu'on devient plus fort. Fait que si tu ne donnes pas des moments justement de repos ou de recul ou de, moi j'appelle ça des moments de time-out, moi c'est comme ça que j'appelle ça pour moi, je peux pas être on. Puis je vous donne un exemple. Tu sais, dans une journée classique, à mon bureau, je peux voir, disons, 7 clients, OK, pour des rencontres de 45 minutes, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Puis je me donne toujours une demi-heure de pause entre chacune de mes rencontres. Les gens disent, une demi-heure, c'est beaucoup une demi-heure. Comme tu fais quoi pendant Hey, ce ça passe temps-là? vite, une demi-heure. Puis- Ouais, mais puis en fait, le c'est- temps de travail émotif est excessivement difficile. Mais attends, le premier commentaire que j'ai, dans 90% des cas, ils vont me dire, mais là, si tu prenais pas de pause, tu pourrais avoir 2 clients de plus. Ben Puis non. tu pourras vas faire pas- plus d'argent. ben, puis, tu seras pas plus performant. oui, mais écoute, les gens là, qui sont dans le rythme, là, tu sais, là, je mentionnerai pas des professions spécifiques, mais il y a beaucoup de types de thérapie où est-ce que c'est back à back à back à back à back. Il y a des thérapeutes Comme une là, qui machine à prennent- saucisses, là. c'est comme, regarde, tu as un rendez-vous avec un client de 9 à 9h30, puis Ouais. de 9h35 à 9. Tu sais, ça n'arrête pas. Fait que moi, ce que je fais, c'est que non seulement je me donne une demi-heure, mais avec chaque rencontre que je fais, je prends c'est 45 secondes à 2 minutes, dépendamment du temps que j'ai, puis je vais faire un exercice de respiration consciente. OK. Juste pour flusher ce que je faisais. Donc, c'était les emails, les appels ou peu importe ce que je faisais. Pour flusher ça, puis pour que je sois absolument frais et dispo pour mon prochain client. Parce que le gars qui me voit ou la fille ou tu sais, le client qui me voit à 3 heures l'après-midi mérite autant ma pleine attention que celui que j'ai vu à 8 heures le matin. Puis pour moi, c'est une petite routine que je me suis installée que ça fonctionne tellement bien que je ne peux plus me permettre de ne plus le faire. Parce que des fois, ça Tu connais d'autant plus, puis l'expérience est rentrée. Est-ce que c'est vrai? J'avais entendu dans une conférence d'ailleurs d'un préparateur mental qui disait que au niveau énergétique, de travailler physiquement, par exemple, c'était dans un rapport de 1 pour 1. De travailler, comment on peut dire, socialement, si on veut, c'est un rapport de 1 pour 3. Puis de travailler émotionnellement, donc comme toi tu le fais chaque jour, c'est 1 sur 10. Donc si, par exemple, tu es dans la vente, tu peux pas faire 7 clients dans la même journée, par exemple. Ou si c'est un psychologue ou un préparateur physique, tu peux pas travailler je veux dire, parce que ça te draine, puis quand le cerveau travaille aussi vite que ça, que tu dois répondre très rapidement, ça te vide ton énergie. Est-ce que Ben c'est écoute, vrai? je peux comprendre ce commentaire-là. Je pense que ça dépend beaucoup de la personne aussi. Je veux dire, moi, j'ai vraiment le privilège de dire que je travaille avec des gens qui me passionnent. Je travaille avec des gens qui tu sais, qui m'apportent tellement à moi aussi. Fait que oui, je suis fatigué en fin de journée, mais en même temps... C'est pas drainant comme si c'est toujours des drames ou des... tu sais, Ben, des- ça pourrait l'être, je pense. C'est parce que je suis faite comme ça. Ouais. J'aime ça être autour de ces gens-là. Puis Ouais. je sors d'une rencontre, puis je suis Mais tu as trouvé craqué. ton là, rythme de comme- croisière aussi. Tu sais, tu pourrais pas en avoir plus. c'est ce que je veux Effectivement, dire, tu sais. effectivement. Tu sais, j'ai un modèle, si tu veux, journalier que je suis parce que ça marche. Puis ça Je me suis pas permet sûr que le d'être ultra travailleur de la efficace. construction, mettons, là, qui dit ben moi, regarde, je vais faire une rencontre, je vais faire un sprint d'une heure, je vais prendre une demi-heure de pause, puis je vais prendre tu sais, un exercice de respiration pendant 2 Ouais. minutes tu sais, là-dedans. Je suis pas sûr que le gérant du chantier ou quelque chose comme Effectivement. ça Ouais, non. dirait, écoute, Non, non, non. ça marche pas tellement comme ça le travail. Puis Ouais. c'est 2 choses complètement Ouais. différentes. Là. Il n'y en a pas de meilleur qu'un autre. Mais c'est ça, tu as trouvé ton rythme pour trouver ta performance optimale, j'imagine. Ben, dans le fond, puis ça doit être le message aussi que tu passes et qu'on peut passer aux auditeurs, c'est que chacun trouver votre façon de fonctionner. tu sais. Moi, je sais que de mon côté, souvent, ben, après 1 heure que j'étais à mon ordi, là, j'ai besoin juste de décrocher, oui, visuellement, pour pas avoir mal à la tête, mais aussi juste de passer à autre chose. Là. Fait que je me lève, je m'en vais chercher de l'eau, quelqu'un m'accroche, je commence à parler un peu. Tu sais, prendre une espèce de 5-10 minutes, là, juste off, là, le cerveau, là, penser à autre chose. Puis après ça, je retourne parce que sinon, c'est Effectivement. comme sinon, ben, c'est comme un automatisme, surtout devant l'ordinateur. Tu sais, il y a une petite fenêtre de des beaux chandails en vente. Moi, cliquer là-dessus, je vais aller voir de quoi. Mais tu sais, finalement, là, tu déroges complètement plus de ce que tu. performant. Non, tu n'es pas plus performant. Fait que je me dis aussi bien de prendre le temps
de faire le vide un petit peu, là, entre guillemets, là, parce qu'il y a plein de choses qui roulent quand même, mais pour que quand je me rassois, OK, là, c'est beau, je suis rendu là, let's go, je finis ça pour passer à autre chose. C'était à Patrick Vellner qu'on posait la question, tu sais, comment tu réussis à être le deuxième meilleur homme ou le deuxième homme le plus en forme du monde, puis mener tes études à temps plein en chiropratie, puis disait, ben probablement que si je faisais juste être athlète à temps plein, je fais beaucoup trop de YouTube de toute façon. Ben c'est ça, puis il disait, moi, c'est ma façon de décrocher de mon mental, c'est que je me concentre sur mes études, puis ça me fait du bien parce que j'aime ce que j'étudie, tu sais. Mais Laurent Duvernay-Tardif, c'est un exemple. Oui, c'est pareil, c'est la même chose. On aurait dû le donner aussi comme exemple. Même affaire. Mais c'est vraiment intéressant cette discussion, merci beaucoup. Ah, t'avais une dernière question, mon cher? Non, j'ai trouvé le nom ça m'est revenu. Donc, celui qui travaille avec les Seahawks de Seattle, c'est Michael Gervais. Je le connais. Michael Gervais, c'est ça. Je me disais que tu le connaissais, j'avais juste pas le nom. J'étais justement avec lui plus tôt cette année là, en Californie. Ah oui? Ça doit être passionnant de travailler avec lui. En tout cas, il met beaucoup de science. C'est une science que vous faites, mais l'appliquer et de voir justement comment ça va loin, c'est quand même assez intéressant. Mais c'est fascinant comme discussion. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. J'espère qu'à la maison, vous avez apprécié aussi et gardez ces précieux conseils. Si vous en voulez plus, je vous rappelle, l'Olympien au bureau, c'est un ouvrage qui est disponible, donc édition de l'Homme, qui se vend, d'après moi, Renaud Bré un petit peu partout. Donc, félicitations. Merci d'avoir été là. Bonne chance pour ton année 2020 aussi. Ça se poursuit. Merci. Et puis, n'hésitez pas donc à communiquer avec nous par le biais de cette plateforme. Si jamais vous avez des questions, des recommandations, quoi que ce soit, on est là. Puis, on vous retrouve la semaine prochaine pour une autre balado en forme. Salut, Greg. Salut.